Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 238 de Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui c'est un react sur le match 2 entre les Lakers et Denver. Bon. Comment allez-vous? Les playoffs battent leur plein, comme on dit. J'espère que vous allez bien. J'espère que surtout vous êtes fan des de Denver, surtout. Si vous êtes fan des Lakers, ne partez pas. Justement, je vais être là pour aujourd'hui quelques petites réactions, quelques pistes de réflexion sur qu'est-ce qui se passe tactiquement sur le terrain, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Parce que je pense que les Lakers sont pas si loin que ça. Denver est aussi extrêmement fort, ils font des trucs très bons. On va essayer de le détailler aujourd'hui, mais les Lakers font aussi des trucs très intéressants, donc voilà, aujourd'hui, quelques notes tactiques sur ce match-là et cet affrontement qui, à mon avis, va être passionnant de bout en bout et peut-être la série de premier tour. Donc voilà, aujourd'hui, Lakers-Denver, je suis tout seul, un petit react, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude également, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de ce match 2 entre les Lakers et les Denver Nuggets. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, Denver contre Lakers. Et une victoire de Denver, vous l'avez tous vu, bien entendu, avec ce tir au buzzer de Jamal Murray, donc un moment un peu iconique. Mais c'est vrai que le match était quand même vachement intéressant, donc je voulais un peu essayer de revenir dessus. Que dire? Je pense que l'idée un peu générale que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est on a du bon Darvin Ham, on a du moins bon Darvin Ham, on a du bon chez les Lakers, on a aussi du moins bon, mais qui, je pense, peut-être peut évoluer, peut être modifié en un sens. Et voilà, en plus, moi j'avais dit dans la preview, que ça pouvait être disputé. J'avais dit après le match 1 que les Lakers c'était pas si loin que ça, parce qu'ils avaient perdu le match 1 sur un peu money time, etc. Mais bon, ce qu'ils avaient montré pendant le match était quand même assez intéressant, et sachant qu'ils avaient très mal shooté à 3 points, mais vraiment, ils s'étaient trouvé au niveau de la réussite à 3 points, qui est parfois un peu aléatoire. Donc voilà, il y avait plein d'éléments qui me faisaient dire que je pense que les Lakers, c'était pas si loin que ça, et on peut avoir une série avec un beau répondant. Bon, c'est ce qu'on a actuellement. C'est aussi ce qu'on a depuis 6 matchs. Sauf qu'on a eu un sweep l'an dernier, et que là, on a eu 2-0, quoi, déjà. Donc c'est, évidemment, si on peut commencer par ça, c'est ce côté dommage, en fait. Et vraiment très regrettable, parce que ça va être totalement débile, ce que je veux dire, mais sur une série comme ça, tu peux pas te permettre de laisser passer des matchs, ou en tout cas, quand l'adversaire est à ce point fort comme Denver, qui est quand même une équipe magnifique, qui réponse à tout, et voilà, même en difficulté, elle arrive toujours à trouver un moyen de produire, etc., on va développer. Mais c'est vrai que c'est un peu rageant, parce que il y a ce côté où tu laisses filer un match alors que tu aurais pu, quoi. Et que si ça se trouve, ça aurait pu t'aider, quoi. Tu aurais peut-être pu même gagner la série avec un match en plus. On parle toujours sur le Basket Lab de attendons les gros échantillons, avec le temps ça va se normaliser. Là non, une série de playoffs, c'est pas un gros échantillon, justement. Donc t'as quand même un nombre de cartouches assez limité, et c'est vrai que sur 5, 6, 7 matchs sur une série, en griller une comme ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage, même si je pense que c'est pas totalement que les Lakers qui ont un peu, comment dire une expression sans être vulgaire. Non, je veux pas la dire, je veux pas être vulgaire. C'est pas les Lakers qui ont un peu lâché la balle, drop the ball, pour faire un anglicisme, plutôt qu'être vulgaire. Mais non, je pense pas. Je pense que Denver aussi a été très bon, on va développer. Mais en même temps, il y a un peu ce double truc où tu te dis, bon, c'est quand même vachement dommage, parce que tu laisses filer une chance alors que tu aurais pu gagner un match. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai un peu envie de dire, on va non plus surréagir de l'autre côté, quoi. Oui, c'est dommage, c'est peut-être une vraie occasion manquée qui peut-être va être embêtante pour la suite, je sais pas, mais ça paraît aussi normal. Je veux dire, c'est quand même l'équipe qui est la plus faible des deux, qui est à l'extérieur. Bon, 0-2 à l'extérieur, enfin la meilleure équipe des deux, donc Denver, qui a réussi à garder l'avantage du terrain, c'est pas non plus illogique, quoi. On a déjà vu des séries qui commencent à 2-0 et qui puis ensuite reviennent à 2 partout, ou alors qui finissent à 4-2 ou 4-3, j'en sais rien. C'est pas non plus la catastrophe absolue, quoi. Oui,
C'est une occasion manquée, ok, mais voilà, il faut aussi... les Lakers auraient pu voler et reprendre l'avantage du terrain, ça aurait été énorme. Mais voilà, je pense qu'on est sur une physionomie de série qui est un peu comme l'an dernier pour l'instant, c'est-à-dire que des matchs disputés, de vrais beaux affrontements, mais à la fin, c'est Denver qui gagne. Et au niveau des scores, pour l'instant, ça se reflète pas trop à ce côté très disputé. Bon, voilà, c'est un peu cet aspect-là. Et comme je disais, je pense qu'on a eu des bons Lakers. On a vraiment eu des bons Lakers. Il y a de bons trucs, il y a de mauvais trucs, mais qui peuvent être un peu améliorés. C'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Quelques stats, cela dit. Quelques stats pour donner un peu l'image globale. Vous allez voir parce que c'est un peu important. Si vous n'aimez pas les stats, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de certains chiffres. Je ne vais pas vous sortir du VOR, pourquoi. Non, c'est juste, on décrit ce qui se passe dans le match. Donc 101 à 99, déjà, c'est le score. Hein, vous voyez que vous remarquez qu'on est sur une performance défensive. On est sur un match assez défensif et c'est ce qu'on a vu en match, hein, pas besoin des stats pour voir ça. Côté Lakers, j'ai envie de vous citer les 4 factors. Les 4 factors, vous le savez, 4 facteurs un peu stats, 4 indicateurs stats pour décrire une attaque ou une défense. Et au niveau des 4 factors offensifs, les Lakers ont une adresse, donc l'IFG, une adresse au tir qui a été magnifique. D'ailleurs, 94e centile, mieux que 94% des matchs de playoff de cette année. Playoff ou c'est régulière? Je crois que c'est que playoff pour l'instant, mais bref, ils ont été excellentissimes au niveau de l'adresse pure sur les tirs qu'ils ont pris, mais par contre, ils ont été un peu plus cata sur les 3 autres. C'est-à-dire beaucoup de turnover, très peu, quasiment pas de rebonds offensifs, et très peu de lancers francs. Ils ont un taux de lancers francs qui est très bas, et c'est vrai que autant sur les rebonds offensifs, bon, c'est pas leur force, ça n'a jamais été. Vous regardez un peu les performances en saison régulière et sur les 82 matchs, c'est pas une équipe de rebonds offensifs, je crois qu'ils sont 29e sur 30 en saison régulière, donc le fait qu'ils en prennent peu, en plus face à cette équipe qui est très bonne pour défendre le rebond défensif, et du coup empêcher les rebonds offensifs, ça me choque pas, ça colle bien. Par contre, c'est vrai que là où il y a peut-être un peu plus de valeur à gratter pour la suite, c'est que on est sur une mauvaise performance au niveau des turnovers, où ils sont mauvais alors que d'habitude ils sont plutôt dans la moyenne, on va dire, et au niveau du taux de lancer franc aussi. Parce que les Lakers sont une équipe d'élite au niveau de la capacité à provoquer des lancers francs. Et là, non, pas du tout. Pas du tout, donc ça fait quand même pas mal de points un peu laissés sur la table, comme on dit. Anglicisme encore, pardon. Comment dire, des points à gagner, des points à gratter peut-être pour la suite de la série. Après, c'est pas totalement le hasard, c'est aussi Denver qui a très bien défendu, donc c'est pas du tout pour dire c'est un facteur chance ou non. C'est juste que Denver était là, mais on peut s'attendre aussi de l'autre côté, soyons un peu dans la nuance, on peut s'attendre à ce qu'une équipe qui est à ce point performante sur les lancers francs, la capacité à provoquer des lancers francs, peut-être puisse faire mieux sur la suite de la série. Donc voilà un peu pour les stats. Et non, la vraie stat que je voulais citer, c'est le pourcentage à 3 points, évidemment, où le premier match, ils perdent aussi parce qu'ils shootent à 25% à 3 points, ce qui est un score famélique, bien loin de leur moyenne habituelle et bien loin de... Voilà, c'est une sous-performance, un peu une anomalie, 25% à 3 points. Là, c'est monté à 45. Donc, la réussite était là, enfin, sur ce match-là, et ça a pas mal aidé. Et de l'autre côté, surtout, en fait, qui est-ce qui a manqué de réussite de manière un peu anormale? C'est Denver. Denver était à 25% à 3 points sur ce match 2. Donc, ce qui n'a pas non plus aidé sur la perf globale. Denver, 100 à 99, et le fait que le match soit défensif, peut-être qu'encore une fois, là aussi, soyons un peu dans la nuance, peut-être qu'un vrai Denver qui mettait les tirs ouverts qu'ils avaient obtenus, peut-être que l'avance aurait été creusée plus tôt dans le match, et peut-être même qu'ils auraient eux-mêmes créé une avance sur la fin de match bien plus tôt. Et non, l'autre stat aussi que j'ai relevé, et ça recoupe totalement à ce qu'on a vu pendant le match, je pense que vous serez d'accord avec moi, on s'en fiche un peu des stats, mais l'efficacité des Lakers au panier a été très mauvaise. 43% à peine d'efficacité au panier. 43, et je parle pas d'efficacité sur drive. Déjà, une efficacité sur drive à 43%, ce serait parmi les plus mauvais de NBA. Mais là, non, c'est tous les tirs au panier. Donc, y compris des alley-oops, y compris des dunks, y compris la transition, y compris des cuts, etc. Donc voilà, en général, la moyenne des tirs au panier, elle est bien plus haute. Là, on est une mauvaise performance des Lakers. On va en parler, de comment est-ce qu'ils arrivaient à obtenir ces tirs. Mais voilà, mauvais au panier, les Lakers. Donc heureusement qu'il y avait un peu la réussite à 3 points sur ce match-là. Et puis non aussi. L'autre aspect, on peut faire un peu la transition, c'est... pardon, jeu de mots sans faire exprès. C'est la transition. C'est la transition. Et on peut faire la transition précisément vers ce que Denver a fait de très bien. La défense de Denver, depuis 2 matchs, elle est impériale. Et je pense qu'il faut quand même le souligner, parce que souvent, quand on parle de matchs des Lakers, tout le narratif est un peu centré autour des Lakers, évidemment, et pas que le narratif, même toutes les discussions en général, c'est soit les Lakers qui sont bons, soit les Lakers qui sont pas bons. Je pense qu'il faut quand même un peu souligner tout de même la défense de Denver.
parce que Jamal Murray le tire, ok. Nikola Jokic qui marche sur la NBA depuis 4 ans, ok. On le sait tous. Mais pour le coup, c'est vrai que peut-être que ça va vous choquer d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez cette stat? Denver, cette saison, est la 5e défense de NBA sur demi-terrain. Donc, je ne parle pas sur, sur la défense globale, parce qu'en transition, ils sont un peu moins bons, forcément. 5e meilleure défense sur demi-terrain. Ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup, parce que y a Jokic, donc Jokic peut se faire cibler, et Jokic n'est pas un top pivot défensif, mais le secret, c'est qu'ils ont une profondeur, notamment sur l'aile, qui est quand même assez incroyable. Et ils ont pas mal de. J'ai fait un podcast là-dessus, j'ai enregistré un podcast avant le début des playoffs pour pouvoir le sortir pendant les playoffs, avoir un peu de billes. Donc je pense que ça sortira bientôt. Mais il y a un peu ce côté où il n'y a pas forcément un top pivot défensif, même loin de là. Et pourtant, ils ont une top défense de NBA. 5e meilleure défense de demi-terrain. C'est quand même impressionnant. Et je voulais vraiment insister, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce chiffre-là, ne connaît pas ce niveau de défense de demi-terrain de Denver, mais c'est le cas. Et en effet, depuis 2 matchs, on a affaire à une défense de Denver qui est impériale. Alors, je parle du demi-terrain en premier, on va y revenir, mais aussi, d'ailleurs, sur transition. Puisque, comme dit, ça fait 2 matchs, j'en avais déjà parlé dans mes bilans des Game 1 que j'ai fait lundi, mais là, ça fait 2 matchs d'affilée où la défense de Denver absorbe magnifiquement les transitions. Alors que, peut-être d'ailleurs que vous ne connaissez pas non plus cette stat-là, ou ce niveau de performance, on s'en fiche, encore une fois, les stats, on s'en fiche, mais les Lakers sont une équipe d'élite sur transition. Ils sont la 3e meilleure équipe de transition de NBA cette saison. Et pourtant, ça fait 2 matchs que Denver les contient parfaitement sur ce jeu de contre-attaque qui est un jeu qui, voilà, les Lakers sont pas une attaque flamboyante cette année, et ces points de contre-attaque, ces points de transition, ce sont des points faciles, des opportunités faciles, des situations très rentables d'habitude. Ils arrivent un peu à gratter de la valeur là-dessus d'habitude, mais là, c'est pas le cas. Depuis 2 matchs, c'est pas le cas, donc ça, c'est à mettre au crédit de la défense de Denver, je pense, en grande partie. Premièrement, donc Lakers, 3e attaque de transition de la NBA, mais là, ça marche pas depuis des matchs. Deuxième aspect, les lancers francs aussi. La défense de Denver absorbe aussi magnifiquement ce côté provocation de faute, puisque les Lakers, en saison régulière, cette saison, sont la 2e meilleure attaque de NBA pour provoquer des lancers francs. 2e. Et là, depuis 2 matchs, ils sont pas bons. Ils n'arrivent pas à provoquer autant que d'habitude. Donc là encore, du crédit à donner à Denver et à la défense de Denver. Et puis aussi, ils ont absorbé totalement l'efficacité au panier des Lakers, qui ne vont pas au panier des tonnes. Je crois que j'ai peut-être un doute là, mais à vérifier dans les stats. Mais non, mais surtout, c'est une des meilleures efficacités au panier de NBA en attaque, les Lakers. Quand ils vont au panier, ils sont littéralement premiers de NBA au niveau de l'efficacité au panier. Et pourtant, comme je vous ai dit, là sur ce match 2, ils ont une efficacité au panier qui est famélique. 43%, alors que je crois qu'en moyenne en saison, ils sont à 70%. Donc voilà, ça fait quand même un sacré écart. Et là encore, c'est totalement à mettre au crédit de Denver. Donc une vraie défense d'élite de Denver. On parle beaucoup de Jokic, mais je voulais un peu souligner ça au début. La défense, elle est totalement au niveau. Elle est magnifique. Elle arrive à absorber et à contrer et à freiner les forces de cette équipe des Lakers, de cette attaque des Lakers, que sont la contre-attaque, la transition, alors que les Lakers sont élites, mais là, ils n'y arrivent pas. Les lancers francs, Lakers élite, mais là, ils n'y arrivent pas. 2e d'habitude, et là, ils n'y arrivent pas. Et puis même donc l'efficacité au panier, puisque d'habitude, ils sont premiers de NBA sur la réussite au panier. Et là, ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Donc voilà un peu pour quelques stats globales pour dépeindre un peu le match globalement. Mais peut-être si on peut un peu plus rentrer dans les détails un peu tactiques et de choix, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi globalement. Comme dit au tout début, je pense qu'il y a eu du très bon Darvin Ham et il y a eu du moins bon. Et je sais pas si, enfin on va y arriver, mais en fait ça tourne autour de Rui Hachimura. Moi c'est un peu ça mon problème. Le très bon, je pense, le très bon choix qui a été fait, à mon avis, c'était de mettre Anthony Davis sur Nikola Jokic défensivement dès le début de ce match-là. C'est-à-dire, vous le savez, on en a fait des tonnes depuis l'an dernier, la série de playoffs. La stratégie que Darvin Ham a sortie de son chapeau et qui avait marché l'an dernier, c'était que Jokic était notamment beaucoup utilisé sur isolation ou dans le périmètre des 1 contre 1. Et voilà, et personne ne peut stopper Jokic en 1 contre 1. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on le défendait à 2. Et plutôt que d'avoir Davis en 1 contre 1 sur Jokic, on mettait Hachimura sur Jokic et Davis en 2e rideau. Bon, on a vu que ça avait marché, mais pas tant que ça au match 1. Et là, l'ajustement, c'est non, on fait confiance à AD. D'ailleurs, je le précise, AD, Anthony Davis, magnifique sur cette série. Mais vraiment, je pense qu'on passe un peu à côté parce que là, il y a eu deux déclarations où
D'abord, il est sorti en disant bon, je suis pas respecté par la NBA alors que je suis un des meilleurs défenseurs de NBA. Au passage, je suis un peu d'accord avec lui, hein, pour le coup. Mais enfin, sur le côté, c'est un des meilleurs de NBA, hein, pas sur le côté respect ou considération. Tout dépend à qui on parle, hein, évidemment. Si vous m'écoutez moi, vous m'entendrez très souvent en parler en bien de lui. Donc il y a eu cette déclaration un peu, et puis après, il y a la fameuse sortie, là, Jamal Murray a mis un shoot, et puis drop the mic, et puis il est parti en rage quit, comme disent beaucoup. Bon, oui, forcément, mais la série d'Anthony Davis, elle est incroyable, hein, pour l'instant, défensivement et offensivement. Et donc, pardon, je me perds, je retrouve le fil, hop, j'ai attrapé. Oui, Davis sur Jokic, et ça marche plutôt pas mal. Et j'ai beaucoup aimé ce choix parce que oui, il est capable. Alors, il va pas y arriver à chaque fois, il y a toujours des possessions. J'en ai une en tête dans le Money Time, là où Jokic va au poste bas, il fait un N1 assez crucial, hein, pour cette fin de match contre Davis. Mais globalement, je pense que Davis est assez bon, et notamment en ce moment, pour te dire, ok, on peut tenter et on peut rester comme ça, mais sauf que, c'est là où je suis pas fan je suis pas complètement fan de ce choix de Darvin Ham. Pour moi, c'est le bon choix. Pour moi, c'est un bon choix. Et ça a payé, et ça marche. Donc c'est bien. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais, et pourtant, parenthèse, hein, mais vous savez, moi je défends plutôt pas mal Darvin Ham, que j'aime beaucoup, contrairement à beaucoup, mais fin de la parenthèse. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on n'exploite pas totalement ça, en fait. Parce que, la vérité, quel est le pouvoir potentiel de ce choix-là, de mettre Anthony Davis sur Jokic? C'est que, en conséquence, alors, tu peux un peu modifier ton line-up. Et le fait d'avoir AD sur Jokic, ça pourrait te permettre de faire entrer un shooter de plus. Comme ça, tu peux jouer de l'autre côté, hein, tout est lié, attaque et défense. Mais comme ça, tu peux aligner des line-up qui, de l'autre côté, peuvent jouer avec un bon spacing. Et même un très bon spacing, avec seulement Anthony Davis en non-shooter, ou en mauvais shooter, ou en tout cas en poseur d'écran, avec autour 3 ou 4 shooters. Donc, c'est là que réside aussi la force de ce move, de se dire, si on arrive à avoir Anthony Davis sur Jokic, ça peut nous permettre d'aligner des très bons line-up autour, en fait. C'est ça la valeur structurelle, hein, comme on dit, la valeur structurelle d'Anthony Davis en poste de pivot, c'est ça. C'est que, en fait, tu peux le mettre sur Jokic, et que derrière, il est tellement fort que t'as pas besoin justement de faire un peu ce côté, on va défendre Jokic à 2, on va mettre Hachimura en premier rideau et puis Davis en deuxième. Non. L'avantage de ça, c'est que tu pourrais aligner Davis plus 4 shooters, et c'est pas ce qui est fait. C'est pas ce qui est fait. Là, il est encore resté avec Hachimura. Et autant sur l'an dernier, et sur la stratégie de Hachimura, premier rideau, plus Davis en deuxième rideau, je comprends. Je comprends totalement qu'on le fasse rentrer dans le 5 et qu'on lui donne beaucoup de minutes si c'est cette stratégie qu'on aborde. Ok. Mais pour moi, à partir du moment où tu remets Davis sur Jokic, tu n'as plus besoin d'Hachimura et de son profil. Enfin, je trouve, hein, je pense qu'on peut faire beaucoup et beaucoup, beaucoup mieux. Et paradoxalement, c'est pas tant en défense que ça se voit, c'est surtout en attaque, en fait. Là, ça tout part en fait de ce schéma défensif et de ce choix qui est défensif. Mais pour moi, ça a des conséquences sur l'attaque. Parce que le nombre de possessions sur ce match 2, ou le spacing, ou plutôt le manque de spacing d'Hachimura s'est vu, pour moi, il est faramineux. Moi, quand je regarde les matchs, je m'amuse un peu je découpe au fur et à mesure, etc. Je regarde les actions. J'ai entre 20 et 30 possessions où c'est notable. On voit que, ah ben non, là l'action est pas possible parce qu'Hachimura, il n'y a pas de spacing. Ah ben non, là ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'espace, on peut pas driver. Ah ben non, là il met pas son 3 points, etc. etc. J'ai une action en tête de Austin Reeves qui attaque un close-out, qui passe Jamal Murray, il attaque un close-out. Il se retrouve en plein milieu de la raquette, il y a Hachimura qui est complètement libre sur l'aile. Il lui fait pas la passe, quoi. Il fait pas la passe et il hésite. Non, je fais pas la passe et puis je prends le tir moi-même. Ou alors tu as des actions aussi où un espèce de système, alors j'avais jamais vu ça, ou un peu un système à 3 écrans carrément pour Austin Reeves qui prend 2-3 écrans, ou D'Angelo Russell, Anthony Davis et LeBron qui sont quasiment en tête de raquette en écran, et puis dans le corner opposé tu as Hachimura mais qui est pas respecté par Porter Jr. et donc Michael Porter Jr. peut venir un peu occuper le terrain à l'intérieur et je crois que ça finit en Austin Reeves turnover. T'as d'autres occasions aussi comme ça. On a d'ailleurs le même système qu'on a vu en match 1, c'est-à-dire un espèce, cette fois c'est un double pick and roll mais qui rentre vers l'intérieur, donc depuis le côté vers l'intérieur. Quel est l'intérêt? C'est que t'as un poseur d'écran Davis qui va au panier et t'en as un deuxième qui va à 3 points, au pick and pop à 3 points sur l'aile. Et donc, si vous voulez, ça fait 2 défenseurs sur le ballon. C'est la défense de Jokic et de Denver, 2 défenseurs sur le ballon. Mais donc, il n'en reste plus qu'un sur les 3, hein, sur ce jeu de 3 contre 3. Il n'en reste plus qu'un pour défendre soit le rollman, Davis au panier, soit le 3 points de Austin Reeves, ou je crois que c'est Austin Reeves. Donc,
techniquement, tu es censé avoir un avantage. Mais sauf que s'est-il passé au match 1 ? Qui était dans le dunker spot plutôt qu'à 3 points ? C'était Hachimura. Qui était, cette fois-ci, là encore, sur ce même système qui a été joué sur le match 2, pareil, Hachimura qui est dans la raquette ou pas loin. Et donc, en fait, que se passe-t-il ? Le mec qui est côté faible, qui est censé être un 1 contre 2, il peut aller sur le shooter et la raquette est couverte par quelqu'un d'autre, en fait. Parce que Hachimura n'a pas ce 3 points. Et c'est là aussi où on rentre un peu, comme tous les ans, dans ce truc de shooter de saison régulière versus shooter de playoff, ou en tout cas, à quel point la gravité n'est pas pourcentage à 3 points. Je pense que c'est un peu ça l'idée centrale, c'est que ta respectabilité, ta dangerosité en tant que shooter, à quel point tu vas attirer des défenseurs ou faire en sorte d'être respecté, ce n'est pas seulement est-ce que tu shootes bien sur la saison ou est-ce que tu shootes bien même depuis 2 ans, puisque cette année il est à 42% à 3 points à Hachimura, mais pourtant que vous voyez que non, il n'est pas respecté. Parce que historiquement, c'est pas un shooter et qu'on n'est pas sur un grand volume non plus. Il a 3 par match, je crois, cette année. Enfin bref, les défenses ne le respectent pas non plus. Donc il y a plein de petits systèmes, je vais pas tout développer, pas à l'audio, peut-être on le fera en vidéo d'ailleurs. Mais voilà, il y a plein de systèmes où tu te dis, mais non, ça marche pas, quoi. Il n'y a pas de spacing. Ou alors, quand on va le détailler aussi, mais quand ça commence un peu à cibler Jokic sur pick and roll, ça marche pas parce qu'il n'y a pas un bon spacing. Et puis, même, pardon, j'ai failli oublier. Surtout, c'est justement quand tu commences à vouloir cibler Jokic et que Mike Malone, l'ajustement, c'est non, Jokic sur Anthony Davis, il se fait cibler, oulala, ça va pas du tout, on va le déplacer, on va faire un autre match-up. Le problème, c'est que tant que t'as Hachimura, ça passe comme match-up. Ça passe largement. Alors que, à l'inverse, imaginez à la place de Hachimura, nous avons un vrai shooter, un ailier. La donnée, elle est plus pareille. Si tu veux déplacer Jokic et tu veux l'enlever de Anthony Davis, il peut plus aller sur un Hachimura et zoner autour du panier et ne pas le respecter à 3 points, etc., etc. C'est même, surtout sur ce ciblage de pick and roll, on va y arriver, que c'est crucial, quoi. Parce que, pour moi, tu ne peux pas avoir un line-up où tu lui offres un peu cette porte de sortie en termes de match-up. Tu ne peux pas avoir ce jeu et ce plan de jeu qui a été très bon d'ailleurs d'attaquer Jokic. Ensuite, Mike Malone fait le contre-move d'enlever Jokic de Davis, ce qui semble normal. Mais si à la place de Hachimura, on a un vrai shooter, ça devient très compliqué quand même. Hein. Ça devient vraiment très compliqué pour Jokic. De soit venir ensuite défendre un petit sur des pick and roll entre petits, par exemple, et soit d'aller à 3 points, soit de faire un switch, Enfin, ça devient très compliqué. Et là, je trouve que on offre encore cette porte de sortie, ce qui est un peu dommage. Donc, il y a un aspect où le spacing, pour moi, est beaucoup trop pénalisant, et en fait, tu ne tires pas complètement profit de ce move, qui est un très bon move et qui a marché, qui a très bien marché, parce qu'Anthony Davis est fabuleux défensivement pour l'instant. Tu ne tires pas complètement profit de ce move de mettre Davis sur Jokic. C'est ça le plus dommage. C'est que ce move-là, en termes de line-up, pourrait te permettre de débloquer plein de choses, notamment des line-up un peu plus orientés shooting. Et c'est pas le cas. Et c'est c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que son spacing handicape pas mal l'attaque, je trouve, sur pas mal de possessions. En plus, il en manque de réussite. Et je parle pas que des 3 points. Il y a combien de lay-up il a manqué sur ce début de série ? C'est assez étonnant même. Il y a plein d'opportunités où le décalage est créé, il reçoit la balle, il attaque un close-out, il va au panier, il manque le lay-up. Ou alors, tout l'aspect aussi qui est intéressant avec lui, c'est le côté « je vais punir un match-up ». C'est-à-dire que, on a affaire à un poste 3-4, on va dire, qui, selon les match-up, selon les adversaires, peut avoir tel ou tel match-up. L'avantage de son profil, c'est que c'est pas un shooter né, mais c'est un intérieur de formation qui a plutôt un peu de post-up. Hein. Gonzaga, il avait du post-up, c'est ça son jeu surtout. Et en effet, l'avantage du profil d'Hachimura, c'est que tu peux l'envoyer au poste bas contre pas mal de profils différents et tu as un peu un mismatch. Au moins un peu. Donc ça peut être une source d'attaque. Oui, Hachimura sur un ailier pas très costaud, sur un poste 4 pas très costaud, ou alors après un switch sur un poste 2, etc. Donc il y a de quoi faire. Mais, premièrement, il y a un manque de réussite sur ce début de série, sur ses 1 contre 1, sur ses match-up, quand il attaque les match-up. Donc, c'est dommage. Et puis surtout, c'est pas la série pour lui, sur cet aspect-là. C'est pas la série pour lui parce que il faut cibler Jokic, donc on a besoin de spacing, premier élément. Mais c'est pas non plus la série pour lui parce que ce côté match-up, ça marche pas contre Denver. Ça ne marche pas. Denver, précisément, c'est une défense, plutôt, qui n'a pas ce genre de points faibles. Contre, par exemple, si on prend les playoffs de l'an dernier, contre les Warriors, oui,
T'avais plein de profils que tu pouvais cibler. Ciblable, ça se dit? Oui, je crois que ça se dit. Que tu pouvais cibler. Tu pouvais avoir une source d'attaque un peu secondaire en donnant la balle à Hachimura contre tel ou tel match-up. Ok. Mais contre Denver, la force de Denver, c'est que en dehors de Jamal Murray, ils sont tous gros, ils sont tous grands, ils sont tous imposants. Donc, c'est pas du tout sur cette série que le côté, pardon pour l'anglicisme, hein, mais pour la physicalité va marcher. C'est pas sur cette série que tu vas pouvoir un peu cibler des mecs sur des match-up au poste bas. Je trouve pas. En tout cas, peut-être un switch par-ci par-là, mais c'est pas évident, quoi. Denver n'est pas le type de défense contre qui, ou plutôt, où se trouvent des joueurs que tu peux attaquer comme ça. Donc, pour moi, c'est pas la série d'Hachimura en tant que titulaire avec les titulaires. Pour moi, parce que spacing et attaque de mismatch, où en plus il est pas en réussite, mais de toute manière, c'est pas trop la série pour lui. Donc c'est un peu dommage. Pour moi, c'est un peu dommage. Et en plus, si je peux rajouter un autre élément qui est aussi dans la défense, c'est que pour moi, il servirait bien mieux en tant que backup intérieur. Mais clairement, parce que on a un peu un problème actuellement. Alors, Vanderbilt est blessé pour l'instant, mais pour moi, c'est pas trop un intérieur, Vanderbilt, hein, on va y arriver. Mais Jackson Hayes, c'est un peu cata Jackson Hayes, parce que Jackson Hayes, on est plutôt sur un grand, mais paradoxalement, c'est un grand mobile qui cette saison a été beaucoup utilisé sur des schémas un peu en switch, notamment sa switch, la raquette avec Davis, une stratégie qui est beaucoup utilisée. Vous remontez même au match contre les Clippers en tout début de saison en novembre. Jackson Hayes, en fait, il est utilisé pour faire des switches et Davis switch sur des petits, Jackson Hayes switch sur des petits, et puis celui qui n'est pas impliqué sur le ballon, il peut être en deuxième rideau, un peu avec sa taille et sa longueur de bras. Mais là, le problème, c'est que ça marche pas sur les switches et ça marche pas non plus sur les drops, où je crois que c'est quand avec la seconde unit où Denver et Jamal Murray sont quand même pas mal amusés face à Jackson Hayes. Donc pour moi, Jackson Hayes, il est pas trop jouable. Et bon, Vanderbilt est blessé et Christian Wood non plus, pour moi, est pas trop jouable. Bon, pour l'instant, il est blessé aussi, mais bon, c'est pas la folie. Donc, pour moi, pardon, j'en reviens à Hachimura, je suis pas parti, mais je m'étais un peu éloigné. Hachimura, si je peux rajouter un autre élément aussi, c'est que il servirait aussi en tant qu'excellent backup intérieur, notamment, hein, pour ce côté un peu viande, et les minutes sans Jokic aussi, ça peut être intéressant, pour tout ce qui est protection du rebond, etc., puis la taille et la longueur de bras, ok. Donc oui, il pourrait totalement servir en tant que backup big, et d'autant plus que les fois où tu as envie, par séquence, ce qui a été fait sur ce match 2, par séquence, même si à la base tu as AD sur Jokic, si par séquence tu as envie de enlever AD et de le mettre plutôt en deuxième rideau, t'as pas besoin d'avoir Hachimura parce que LeBron peut totalement le faire, ça. Et il l'a fait, d'ailleurs, sur ce match 2. Donc, vous voyez, c'est un peu là-dessus où je trouve que on n'est pas sur totalement le bon choix, et je cristallise tout ça un peu autour de Hachimura. C'est pas que lui, hein, évidemment, mais je parle un peu pour moi de quelles sont les implications tactiques de jouer avec ce line-up, quelles sont les implications tactiques de jouer avec ce joueur qui a certains compromis aussi. C'est pas pour dire tout est perdu à cause d'Hachimura, on est d'accord, évidemment. Mais pour moi, ça, c'est dans une série qui est à ce point disputée face à un tel adversaire, tu peux pas te permettre de pas gratter les points là où ils sont. Et là, pour moi, on est sur des aspects qui sont un peu évitables. C'est des épines dans le pied que tu te mets toi-même, en fait. C'est un peu évitable. Le spacing, c'est évitable. Alors qu'à l'inverse, il pourrait totalement servir en tant que gros de la seconde unit, parce qu'il n'y a pas besoin de lui pour le faire aussi dans la première, parce que LeBron est là. Et LeBron, à son âge, s'il faut être en premier rideau, alors ça va pas être parfait, on est d'accord, mais c'est vraiment pour ces séquences où tu as quelqu'un en premier rideau au contact de Jokic, plus Davis derrière. Donc je parle pas de dire on fait LeBron, isolation LeBron défensive sur Jokic. Non. Je dis, si tu veux parfois retomber dans ce schéma de Davis en deuxième rideau et LeBron est en premier rideau, en fait, tu peux le faire avec LeBron. T'as pas besoin d'avoir Hachimura. Et puis, d'ailleurs, je rajoute encore un élément, vous voyez que ça fait quand même pas mal de raisons de sortir Hachimura du 5, mais pour moi, on a aussi ce truc où, ça y est, Denver, ils sont passés en mode playoff. C'était pas trop le cas au premier match, dans le sens où on a eu pas mal de minutes de DeAndre Jordan. Non, là, ça y est, sur ce match 2, on retrouve la configuration de playoff habituelle, c'est-à-dire pas de DeAndre Jordan, pas de Zekenaji non plus, Aaron Gordon au poste 5. Voilà, en backup 5, Aaron Gordon, et donc des schémas un peu en switchall, notamment avec la seconde unit. Mais voilà, on resserre un peu la rotation, plus de DeAndre Jordan sur ce match-là. On retombe sur ce qu'on connaît de Denver d'habitude, c'est-à-dire Jokic plus Aaron Gordon, puis Aaron Gordon en backup 5 sur les minutes où il n'y a pas Jokic. Et donc pourquoi est-ce que je dis ça aussi, c'est que, Hachimura en backup big là-dedans, ça colle pas mal, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais face à un backup 5
sur le terrain que serait Aaron Gordon, bah, Hachimura, ça va, quoi. Ça peut le faire, quoi. C'est pas comme s'il devait défendre un mec qui a de la verticalité, ou etc., quoi. Donc voilà. Après, le bon point, c'est que, comme on voit, et comme on a vu déjà l'an dernier, c'était sa force, c'est peut-être les gens oublient à quel point tout le monde était dithyrambique sur, sur Darvin Ham l'an dernier. Darvin Ham, il a pas peur de faire les ajustements. Il a pas peur. D'ailleurs, on le voit, dès le match 2, là, il en a fait un, assez gros. Pas complètement, il est pas allé jusqu'au bout de la logique, mais il l'a fait, de mettre Heidi sur Jokic, ok. L'an dernier, il a fait des tonnes d'ajustements en termes de line-up, en termes de qui je fais jouer. Souvenez-vous, l'an dernier, la fin de match avec Lonnie Walker aussi, dans le match crucial qui était quoi, le 4, je crois, 4-5, je sais plus. Mais Lonnie Walker qui a la main chaude, et à la fin, on appelle les systèmes de jeu pour lui. Et c'est Lonnie Walker qui, à la fin, le play call est pour lui, et il les met les tirs, donc il fait gagner le match. Et même c'est un peu ce qui lui est reproché, c'est-à-dire que cette année, il y a beaucoup de monde qui dit non, mais trop versatile. Trop versatile, il change d'avis trop souvent. Hein. Versatile, le mot français, pas le mot anglais. Versatile, le côté, ça change trop de line-up. Il est trop dans l'adaptation, justement. Alors que parfois, t'as pas besoin de toujours t'adapter en série régulière contre Charlotte et contre Orlando, ou contre Portland, contre San Antonio, contre... là, je cite des mauvaises équipes, mais même en passant de, je sais pas moi, en passant de Philadelphie aux Clippers ou aux Pelicans, t'as pas besoin de tout le temps changer tes line-up, et pourtant, lui, il le faisait. Donc, c'est là-dessus où je me dis, j'ai un peu d'espoir, et je me dis que ça pourrait être un move gagnant, parce que tu déplaces Hachimura lui-même en backup 5 contre Aaron Gordon défensivement, ça peut le faire. Tu as toujours LeBron pour faire un peu ce jeu de premier rideau, deuxième rideau, ok. Tu rajoutes du spacing aussi. C'est ça la vraie force, comme on dit, pour boucler la boucle. Ce que je disais au tout début, c'est que ça peut permettre, avec AD qui défend Jokic, d'avoir du spacing autour. T'as plus besoin d'Hachimura, qui était là pour la défense, mais t'as plus besoin. Et donc, quelles sont les options bien, moi j'aimerais bien avoir un Taurean Prince. J'aimerais bien avoir un Taurean Prince qui n'est pas parfait, qui n'est vraiment pas parfait, mais qui je trouve très bon cette année dans ce rôle un peu de 3&D. La défense sur l'homme est top. Il y a un peu de drive aussi où il attaque les close-out. Il y a du spacing aussi. C'est un vrai shooter, un vrai extérieur. Donc voilà, moi j'aimerais bien Taurean Prince, et je me demande aussi à quel point, que j'essaie de regarder un peu la rotation. Bon, alors, on a aussi du Gabe Vincent, mais Vincent, autant défensivement ça va, mais offensivement il y a rien qui rentre. Hein. Là on est de retour sur le Gabe Vincent 2022, on va dire, et pas celui de 2023, et pas celui des playoffs 2023 qui qui mettait des pull-up à 3 points, etc. La Gabe Vincent, il revient de blessure, c'est un peu compliqué. Donc pourquoi pas Vincent aussi un peu plus dans la rotation. Et puis non, moi j'aimerais bien que Max Christie revienne un peu dans la rotation, parce que c'est pas trop le cas. Joueur jeune, joueur très jeune, je crois qu'il a encore 20 ans, ou il vient d'avoir 21 ans, qui défenseur 3&D, on va dire. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on a eu d'excellentissimes passages en série régulière. D'ailleurs, contre Denver, au passage, on avait fait un match, on l'avait décortiqué sur Twitch. Si ça vous dit d'aller checker, ça peut être intéressant d'ailleurs. Mais voilà, Max Christie, pour moi, il peut totalement faire partie d'une rotation de playoff. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais moi, personnellement, j'aurais pas de mal à le refaire entrer dans la rotation, parce que ce serait un bon défenseur au point d'attaque, et ce serait aussi du shoot, et du mouvement, et un joueur de périmètre. Donc là-dessus, en termes de spacing, ça pourrait être cool, quoi. Bon, peut-être pas Max Christie, lui, directement titulaire, mais voilà, imaginez si Taurean Prince remonte un peu dans la rotation, et pour être un peu avec les titulaires, apporter du shoot avec les titulaires. J'aimerais bien aussi de temps en temps voir Max Christie remonter et passer de DNP à seconde unité. Voilà, ça pourrait être intéressant. Après, aussi, dans les ajustements de line-up, il y a aussi Jared Vanderbilt qui peut être intéressant. Malheureusement, on perd un peu le côté spacing. Hein. Même clairement, on perd le côté spacing avec Vanderbilt. Donc voilà, mais ça pourrait peut-être être intéressant dans le sens de la défense au point d'attaque, et notamment sur Jamal Murray. Clairement. Qu'est-ce que je réfléchis? Où est-ce que c'était? Quand est-ce que c'était? Ah bah si, c'était contre les Warriors. C'était en janvier dernier, là, le match contre les Warriors, où en fait, il a totalement sorti du match Klay Thompson à lui tout seul, Vanderbilt. Et toute la seconde unité était patinée, et n'arrivait pas à créer d'attaque, parce que Vanderbilt était sur Klay Thompson, et que ça a complètement à lui seul freiné la source d'attaque de la seconde unité des Warriors à l'époque. Et pour moi, Vanderbilt, il a un peu ce profil-là. Et notamment, ce qui peut être vachement intéressant, c'est de le mettre sur Jamal Murray, bien sûr. Bien sûr. Donc, tu perds un peu le spacing, mais il paraît qu'il va revenir là pour le match 3. On attend de voir. Ça pourrait être assez intéressant de le voir au point d'attaque sur Jamal Murray. Je trouve. Hein. C'est bon, comme dit, il n'y a pas le spacing, mais voilà, à voir, c'est aussi une option. Mais là, je trouve que ça colle pas avec Hachimura. Ça colle pas.
Aussi sur le moins bon, avant d'enchaîner pardon, sur ce qui est peut-être un peu mieux, parce que je suis un peu sur ma faim, tactiquement là sur cette série. Il y a quelques trucs qui d'habitude marchent bien et qu'on voit pas trop. Notamment, pour continuer un peu là-dessus, le jeu à 3, Anthony Davis, Austin Reeves et LeBron James. Et voilà, hein, comme dit, moi j'aime beaucoup Darvin Ham, mais là je comprends pas pourquoi on l'a pas plus ce jeu à 3. Bon, Denver est une bonne défense, ils ont des bons défenseurs, etc., etc. Donc il y a peut-être ça aussi, hein, mais honnêtement, dès qu'on voit ce jeu à 3 en saison régulière, c'était la star, hein, des Lakers, hein, ce jeu à 3. Pour moi, c'était la meilleure configuration, ou pas loin. Là, on voit beaucoup de Russell, d'Angelo Russell, peut-être pour le shoot aussi, je sais pas, mais je trouve qu'Austin Reeves, globalement, est assez peu utilisé. Alors que moi, je ferais un peu l'inverse, hein. Je donnerais plus de ballons à Austin Reeves et plus de création à Austin Reeves. Surtout que de l'autre côté, Russell peut totalement être utilisé en tant que spot-up shooter d'élite, hein. C'est un excellentissime shooter. Mais voilà, moi, le jeu à 3, Anthony Davis, Austin Reeves, LeBron James, je l'ai pas assez vu et j'aimerais bien le voir plus. Dans ce style-là aussi, d'ailleurs, le pick and roll à 2 entre Austin Reeves et LeBron James, je trouve que je le vois pas assez. Je trouve qu'on le voit pas assez, alors que, là encore, c'est une des armes les plus létales des Lakers cette saison pour moi. Ce jeu à 2, ce pick and roll, parce qu'il y a un nombre d'implications qui est énorme. Alors déjà, le pick and roll peut être joué dans les deux sens, avec Austin Reeves en poseur d'écran qui ensuite fait le pick and pop. Et puis, il peut aussi être joué en tant que pick and roll classique, hein, non pas inversé, mais pick and roll classique, avec Reeves en porteur de balle et LeBron en poseur d'écran. Et là, tu as soit le côté, on fait pas un switch, on fait un drop, et LeBron peut aller au panier un peu sur des rolls, R-O-L-L, il prend, voilà, petite pocket pass d'Austin Reeves entre les deux défenseurs, LeBron qui a le ballon, hop, 3 dribbles, ou même un dribble et 2 pas, et puis on va au panier. Ou alors, c'est aussi comme ça qu'il est pas mal utilisé, c'est le côté, quand tu fais un switch, ça crée un mismatch. Là-dessus, c'est aussi, c'est comme ça qu'est beaucoup utilisé ce pick and roll, c'est pour créer des switches et des mismatchs que ensuite LeBron va attaquer. Donc, voilà, je reste un peu sur ma faim. Parce qu'en plus, il n'est pas toujours défendu par de top défenseurs, Austin Reeves. Ça permettrait de cibler peut-être un peu plus Jamal Murray. Alors, on voit que pas mal d'isolation, hein, de LeBron James en tête de raquette, notamment. C'est aussi comme ça, beaucoup qui utilisé ce pick and roll en tête de raquette, et puis on libère du coup switch plus isolation de LeBron en tête de raquette. On l'a vu toute la saison. Mais j'aimerais bien que ça soit fait ailleurs. J'aimerais bien qu'on essaye un peu plus sur le côté, comme parfois ils le font, un peu une empty action, c'est-à-dire personne dans le corner et juste le quart de terrain, il est totalement pour Reeves et LeBron. Et à mon avis, ce serait mieux parce que quand tu as le switch, tu peux envoyer directement LeBron au poste bas. Et pas en isolation en tête de raquette où on a vu que Denver, ils sont très très bons pour quadriller le terrain autour. Certes, tu as le mismatch et tu as Jamal Murray sur LeBron, mais soit LeBron prend un pull-up et c'est pas mal, il peut le mettre, mais c'est pas génial, c'est pas ce que tu veux. Ou alors il tente d'aller au panier, mais il va tomber sur un stunt, une aide au panier, et puis une raquette bouchée tout simplement. Donc parfois il peut même ne pas aller au panier. Donc voilà, j'aimerais bien un peu plus de ce pick and roll à 2, parce qu'on a vu que ça peut être létal. J'aimerais bien que ça soit joué un peu plus sur le côté pour envoyer LeBron James au poste bas, qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs. Pour un peu, si je fais la liste des trucs qu'on n'a pas beaucoup vu, et que j'aimerais un peu plus voir, le post-up de LeBron aussi, clairement, très clairement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en plus, je crois me souvenir que justement on a fait ce match sur Twitch aussi, le Lakers contre Denver en février dernier, je crois. Février dernier. Et en deuxième mi-temps, on avait eu une séquence où 3, 4, 5, 6 fois d'affilée, ce pick and roll à 2 entre LeBron et Austin Reeves qui avait hyper bien marché. Contre Denver, hein, je parle contre Denver, un match contre Denver. Donc voilà, on a déjà vu que ça marchait très bien. J'aimerais voir un peu plus de ça. Et puis non, mais globalement, je trouve qu'on va peut-être pas assez de Austin Reeves en tant que porteur de balle et créateur. Et pour moi, ce serait intéressant de le voir parce qu'en plus, contre Austin Reeves, Denver est encore en drop. C'est-à-dire que sur les écrans, le drop, on reste bas par rapport au niveau de l'écran. Et en fait, pourquoi c'est intéressant, c'est que il n'a pas encore la street cred auprès de Denver, dans le sens où, vous savez, pour protéger Jokic, les schémas habituels, c'est on fait un 2 contre 1 sur le ballon avec Jokic pour forcer la balle à aller ailleurs. Voilà, c'est un peu les schémas classiques. C'est les schémas qui font d'ailleurs souvent sur LeBron James. On va y arriver. Mais sur Austin Reeves, c'est pas encore le cas. Il n'a pas encore cette crédibilité. Et donc, ce que fait Denver depuis quelques saisons, de plus en plus et de mieux en mieux, c'est on arrive à faire un peu plus de drop, notamment, alors que Jokic, de base, il est pas bon sur drop, mais on le fait de plus en plus. Et voilà, contre Chris Paul l'an dernier, par exemple, Chris Paul en playoff l'an passé, ça faisait un drop parce que ils n'avaient pas peur de Chris Paul.
Et là, contre Austin Reeves, il y a un drop. Ils font encore du drop. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, en fait, ils n'ont pas peur qu'il aille au panier, peut-être. Ils n'ont pas peur de sa dangerosité, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un excellentissime joueur de mi-distance, Austin Reeves. Et je parle pas que de la réussite au niveau du jump shot, hein, mais même au niveau de la science du pick and roll. Et notamment, c'est comme ça que lui, il arrive à obtenir des tonnes de lancers francs. Lui, c'est pas tant un driver hyper agressif qui va au contact tout le temps de manière incroyable. Et voilà, non, c'est pas ça. Il a aussi d'excellentissimes taux de lancers francs parce qu'il provoque beaucoup sur le jeu à mi-distance. Sur je passe l'écran, je mets mon défenseur dans le dos, je ralentis un peu, je prends la faute, etc. Donc, je trouve que là aussi, il y a encore des points à gratter et des trucs un peu à aller chercher parce qu'on l'utilise pas assez, ce pick and roll et ce jeu de mi-distance contre le drop de Denver. Et voire même, si sur un match il commence un peu à les enchaîner, Denver va s'ajuster et peut-être que Denver va monter sur Austin Reeves enfin. Et qu'est-ce que ça débloquerait? Ça débloquerait le passing d'Austin Reeves qui est aussi excellentissime. Donc, en fait, t'as tout à gagner pour moi. Pour l'instant, ça fait du drop et il pourrait un peu aller dans la mi-distance pour faire ses trucs et scorer. Et puis, si en plus Denver s'ajuste, c'est génial parce que si ça monte à 2 contre 1 sur le ballon, Austin Reeves, il peut faire la passe, quoi. Il peut faire la passe au shooter qui a été laissé libre, il peut faire la passe au rollman, etc. Donc là aussi, j'aimerais plus de ça. J'aimerais beaucoup plus de ça plutôt que du Russell qui est un créateur avec la balle un peu moins intéressant, je trouve, un peu moins dynamique en fait. C'est un peu ça la clé. Meilleur shooter sans doute, mais moins dynamique. Donc voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non. Pour passer un peu au bon truc, c'est l'ajustement qui a été fait en deuxième mi-temps. Ajustement de Darvin Ham, il est toujours assez bon en général entre les premières et les deuxièmes mi-temps, je trouve. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas de mon avis, mais moi je le trouve assez bon. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est un peu j'ai l'impression d'avoir répété ça 50 fois déjà entre l'an dernier et cette année, mais il y a toujours ce truc de Jokic, il est pas top sur pick and roll, LeBron, il est fabuleux sur pick and roll, en tout cas il l'était, fut un temps, quand il n'était pas blessé, quand il n'était pas vieux. Donc il y a ce truc de c'est le mismatch parfait, quoi. Ça a toujours été le mismatch parfait de un joueur de pick and roll un peu friable, LeBron il va l'attaquer, il va se faire son beurre là-dessus, quoi. Et ça n'a pas trop été le cas. L'an dernier déjà, il le faisait sur de rares séquences, mais on avait l'impression qu'il était un peu blessé, un peu vieux, et donc c'était pas tout le temps en termes de fréquence à quel point il y avait cette action. Mais quand il le faisait, c'était parfait. Il n'y avait pas de réponse. Cette année, c'est un peu pareil. Sur le match 1, ça a été un peu pareil. Sur le premier mi-temps du match 2, c'était un peu pareil. Et il y a un peu ce truc avec LeBron, je trouve, où en fait, il attaque pas rapidement le pick and roll. Sa grande force, c'était l'explosivité, le côté drive, un peu drive malgré tout, implacable, tout droit, il explosait au panier. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc où il attaque, il prend l'écran, mais un peu trop lentement, cette année. Et je pense que si vous regardez, vous le voyez, et c'est aussi pour ça que, donc, Denver est beaucoup plus à l'aise pour parfois faire un drop. Parce que Denver sait que LeBron ne va pas débouler comme avant, à pleine vitesse pour attaquer le positionnement de Jokic. Sur un drop, Jokic reste bas, mais sauf que s'il est en drop face à un LeBron, l'élite des drivers de NBA qui déboule à fond la caisse, non, il peut pas résister. Il peut pas résister. C'est pas Jokic, il est pas bon en drop, donc voilà, il peut pas résister. Par contre, si LeBron il y va un peu en mode méthodique, un dribble lentement, oui, là tu peux totalement rester bas et contrôler. Et je ne sais pas si c'est une question. Pour moi, s'il y a un peu une question de blessure ou d'âge, peut-être, mais il y a un peu aussi une question d'envie, parce qu'on voit que, d'ailleurs, on a vu sur cette deuxième mi-temps que le plan de jeu, on est revenu des vestiaires en disant allez, on va faire ça. Et ouais, on a revu des séquences où il le faisait, où il attaquait l'écran avec une vitesse et un tranchant qui était celui d'avant, en fait. Et donc, conséquence, Denver, sur ses actions, peut pas faire grand-chose. Ça, soit ils restent en drop, mais ils se font cibler et Jokic ne peut pas contenir en drop le drive. Soit il y a l'ajustement, ok, s'il va fort, on va sortir à 2 comme d'habitude, 2 contre 1 sur le ballon, mais que se passe-t-il? LeBron, passeur magnifique, tu lui mets 2 sur le ballon, il va aller trouver le rollman, ou il va trouver le shooter, et c'est exactement ce qu'on a eu sur la deuxième mi-temps, où on est revenu des vestiaires, on a déroulé ça, plan de jeu très simple, un high pick and roll, un pick and roll plein centre du terrain en hauteur, enfin en hauteur, au niveau de la ligne à 3 points, pardon. Et on a eu ça. On a eu 2-3 drives qui vont jusqu'au panier. On a eu une action où on a pu trouver Anthony Davis qui roulait au panier. Et puis ensuite, on a eu une action où, côté faible, ça coulissait sur Davis. Donc, LeBron a trouvé le shooter qui était Austin Reeves sur l'aile. Shooter abandonné. Donc voilà, ça a bien déroulé. C'était implacable. Et il y a un peu ce truc où moi, j'arrête pas de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas plus? Pourquoi est-ce qu'on le fait pas plus? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui LeBron, c'est une activité qui est
qui est trop énergivore pour lui actuellement. Ce côté, est-ce qu'il serait capable d'enchaîner pick and roll sur pick and roll sur pick and roll sur pick and roll? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je reste un peu sur ma faim de pourquoi est-ce qu'ils le font pas plus. J'aimerais bien, d'ailleurs, voir, comme dit, beaucoup plus de Austin Reeves aussi là-dedans. Je pense qu'il peut être excellentissime, comparé à Russell, qui a beaucoup moins cette menace, beaucoup moins ce tranchant, beaucoup moins ce dynamisme, notamment sur drive. Mais voilà, c'est pas le même type de joueur, et notamment de driver. Donc voilà, j'aimerais bien voir beaucoup plus de LeBron là-dedans et de Austin Reeves là-dedans, et en fait des plans de jeu un peu plus simples. Juste, on attaque avec du spacing, donc sans Hachimura, vous avez compris, par rapport au début du podcast. Mais ouais, un meilleur spacing, AD en poseur d'écran, et on attaque comme ça. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait sur ce retour de vestiaire en troisième quart-temps. Donc, ajustement, on a un peu parlé tout à l'heure, mais Mike Malone s'est ajusté, il a dit non, on va mettre Jokic, on va enlever Jokic de AD et on va le mettre ailleurs. Et en effet, ça a commencé un peu à endiguer l'attaque parce que c'était plus aussi facile. Parce que on peut. Jokic, par exemple, quand LeBron faisait venir AD. Ah mince, Jokic, il vient pas avec AD. Ok, alors viens ensuite Hachimura et tu m'amènes Jokic. Voilà, je veux ma proie. Le but, c'est vraiment d'avoir Jokic. C'est pas tant de jouer le pick and roll avec AD, c'est de cibler le mauvais défenseur. Donc, on appelle le deuxième écran et là, il y a Hachimura qui vient. Mais Hachimura, il n'a pas cette menace de verticalité, donc Jokic se sentait beaucoup plus à l'aise pour monter haut, mettre de la pression, et puis ensuite revenir. Mais revenir, comment dire, il avait plus le temps de revenir, il n'était pas aussi pressé de revenir parce que dans son dos, ça plongeait pas avec une vitesse et une verticalité qui étaient folles. Alors que contre Anthony Davis, ouais, il faut vite revenir, quoi. Tu peux pas te permettre de rester trop longtemps sur le ballon. Il faut aussi un peu revenir parce que dans le dos, sinon, tu as le alley-oop, quoi. Donc on avait ça. Et puis en plus, le fait que quand tu as Hachimura en poseur d'écran, en deuxième poseur d'écran dans l'action, tu as déjà Anthony Davis qui en a posé un premier, et donc qui est pas loin de la raquette non plus. Donc le spacing était pas top. Donc ça a été le contre-move de Mike Malone qui a un peu marché là-dessus. Et puis ensuite, on a même eu un autre ajustement qui a été carrément de faire des switches au bout d'un moment parce que les Lakers arrivaient encore à trouver des solutions. Donc on a eu des switches carrément de Jokic sur LeBron ou sur des porteurs de balles. Et ça a marché encore parce que c'est pas que du switch, c'est pas que isolation justement totalement isolée, c'est Jokic va être sur le ballon, il va presser assez haut et derrière on a de l'aide. Derrière, comme le spacing des Lakers c'est pas top, on va venir aider. Et de toute façon, même s'il y avait un bon spacing, on viendrait aider. Mais sauf que là, derrière ça pouvait pas punir, quoi. D'ailleurs j'ai une action en tête. Alors pas en début de troisième quart-temps, mais en toute fin de match où sur une contre-attaque, je crois qu'on a un mauvais, on se plante un peu dans les match-up. On a une isolation Austin Reeves sur Jokic. Premièrement, Jokic bouge très très bien ses pieds et contient totalement l'isolation, d'abord. Et puis ensuite, sur le deuxième move, il y a Michael Porter Jr. qui vient aider, qui vient un peu faire une prise à deux sur Austin Reeves. Et donc Austin Reeves, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort la balle. Mais derrière, je ne sais plus qui, je crois que c'est Hachimura justement, qui ne met pas le tir. Donc voilà, c'est un peu. J'aimerais bien que la série prenne un peu plus cette tournure-là côté Lakers parce que je pense que c'est comme ça que tu peux faire mal à Denver. C'est comme ça. C'est avec ce pick and roll et en ciblant encore et encore Jokic et en forçant l'adversaire et Mike Malone à faire des ajustements. Mais aucun ajustement n'est parfait. Chaque contre-move peut aussi être exploité d'une autre manière. C'est un peu ça le jeu des playoffs. Mais voilà, je reste un peu sur ma fin sur ce côté pick and roll et qu'on a vu enfin en troisième quart-temps, enfin en deuxième mi-temps de ce match 2. J'aimerais bien que match 3, 4 et plus peut-être s'il y en a, mais c'est pas sûr. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de ça. Je trouve que ce qui a aussi très bien marché, pour s'éloigner un peu du pick and roll, mais ce qui a bien marché, c'est les post-ups d'Anthony Davis. Et là encore, je pense que ce serait intéressant d'insister là-dessus. Non pas parce que ça va créer beaucoup de jeux, c'est un peu le côté... voilà, c'est pas un gros initiateur depuis le poste bas, c'est soit je prends le tir, soit rien, quoi, mais tu vas pas forcément créer beaucoup de jeux par rapport à ça. Davis, c'est pas le passeur qui est Jokic, hein, par exemple. Mais, premièrement, ça marche bien, il met les tirs. Donc, quand il met des hook shots, quand il met des. Avec son envergure de bras assez dingue et son toucher de balle, voilà, Davis, il est bon au poste bas, donc ça peut marcher. Deuxièmement, ça pourrait aussi permettre de cibler beaucoup plus Jokic, pardon. Ça pourrait permettre de cibler Jokic et éventuellement de le mettre en problème de faute, ou alors, justement, de provoquer des prises à deux. Et même si Davis, c'est pas un passeur du niveau de Jokic au poste bas, si de manière répétée, tu as des prises à deux qui arrivent, au bout d'un moment, tu peux quand même trouver la solution. Donc voilà, je pense qu'on a vu que ça marchait très bien. Gros match de Davis. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y aurait aussi de quoi insister un peu plus là-dessus. Parce que c'est vrai, alors j'en ai déjà un peu parlé, mais le côté LeBron un peu isolation statique en plein centre du terrain, je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan et j'ai déjà expliqué
Ce serait peut-être un peu mieux de les faire au niveau du post-up. Mais voilà, je pense que globalement, on a eu aussi les bons ajustements de la part de Denver sur ce côté attaque de pick and roll incessante en troisième quart-temps. Je pense que le money time aussi a été plutôt pas mal géré côté Denver, notamment défensivement. Et puis après, c'est le shot making de Jokic dans le money time, shot making de Jamal Murray aussi, évidemment, vous l'avez vu. Mais voilà, je crois que on a déjà fait assez long. Je pensais faire 20 minutes sur juste de React sur un match. Donc on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce qui me reste comme note? Est-ce qu'on dit des trucs en plus ou pas? Est-ce qu'on dit des trucs en plus? Oui, pardon. La défense des Lakers, ça a été pas mal aussi. Je pense qu'il est à nuancer par ce côté. Denver a manqué beaucoup de 3 points. Je crois qu'il y a que Michael Porter Jr. et Jokic qui ont mis des 3 points. Mais la défense des Lakers, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Et ce qu'on voit depuis 2 matchs, je crois que j'en avais parlé dans les récaps des Game 1, mais on voit cette stratégie de dès que la balle va au poste bas sur Jokic, en tout cas 90% du temps, on fait une prise à 2 assez rapide et une prise à 2 qui arrive depuis le haut. Donc non pas une prise à 2 sur le post-up qui vient depuis la ligne de fond, où l'aide elle vient depuis l'angle de la ligne de fond, mais on aide depuis en haut en fait, entre guillemets depuis en haut. Et donc ça crée ensuite un système de Jokic doit ressortir sur le shooter qui ensuite peut faire une extra passe, mais là où c'est bien rodé, c'est que quand on a l'aide qui vient depuis le haut, on a de suite quelqu'un qui vient aider celui qui aide. Donc on a tout un système de rouage comme ça qui se met en place et qui se met très bien en place, avec une seule exception, c'est que Anthony Davis, lui, ne fait pas la rotation. Davis, il reste plutôt... alors, pas quand il est sur Jokic, mais quand Davis est pas sur Jokic, lui ne fait pas les rotations et ça fait le rouage sans lui. Donc ça a été une bonne défense. Et là où je pense que la stratégie est intéressante, c'est que oui, tu peux le payer cher. Tu peux concéder 3 points parce que Jokic arrive à trouver des angles, au bout d'un moment, il arrive à s'ajuster. Par exemple, plutôt que de faire la lecture simple, de ressortir très simplement sur le joueur ouvert et en sachant qu'il y a tout un jeu de rotation qui se met en place, mais en fait, il saute 1 ou 2 joueurs, il va chercher le 3e directement, plutôt que faire un extra pass et shooter, lui, il va directement chercher le shooter ouvert et prendre à revers les systèmes d'aide et de rotation qui sont en train de se mettre en place. Donc il y a ça, c'est risqué, mais tu prives un peu le Jokic du ballon, donc ça c'est bien. Et puis, je pense qu'il faut aussi réaliser que Denver, c'est pas non plus une équipe qui est une équipe de gros drivers, c'est pas une équipe qui a un énorme impact à l'intérieur en dehors de Jokic, et même avec Jokic, voilà, on n'a pas affaire à une équipe qui va attaquer des close-out et va partir incroyablement fort au panier. Non. C'est plutôt Jokic, la tour de contrôle au milieu, qui arrive à trouver des bons tirs ouverts un peu partout. Mais ils n'ont pas une force de frappe à l'intérieur qui est si grande que ça, et notamment sur drive. Donc c'est là-dessus où je me dis, tu peux essayer de faire ça et ok, tu vas concéder du 3 points, mais si tu arrives un peu à faire ces rotations, à forcer la balle, à ne pas être dans les mains de Jokic, et derrière en plus à rester un peu en zonage ou proche du panier, et donc juste à concéder des tirs un peu dans le périmètre, ça peut être pas mal, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas mal, c'est exactement ce qu'ils font. Voilà, on n'a pas genre une extra passe, 2 extra passes, et puis quelqu'un qui, tiens, il y a une ouverture, je vais très fort, très vite au panier. Non, il y a pas trop ça à Denver. Donc voilà, ça peut être aussi assez intéressant. Et puis quoi dire, je crois qu'on a dit pas mal. Bon, il y aurait plein à dire, mais je crois qu'on va se garder ça pour soit du format vidéo, soit pour plus tard. On a déjà fait une bonne petite heure. Mais donc voilà pour l'excellentissime performance défensive de Denver, qu'il fallait souligner, je pense, sur le côté. On arrive à absorber la transition des Lakers, où d'habitude ils sont élites. On arrive à absorber le côté lancer franc, on arrive à absorber l'efficacité au panier. 3 domaines du jeu sur lesquels les Lakers sont élites, et Denver est excellentissime pour l'instant sur ces 2 matchs. Plus les ajustements défensifs de Mike Malone aussi qu'on a décrits, notamment sur la séquence de pick and roll, mais là-dessus il y a toujours les bons ajustements, donc ça c'est bien aussi. Et puis voilà, le shot making, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, et pour détailler aussi quelques éléments par rapport peut-être aux ajustements possibles côté Lakers. Si je dois les résumer, on va dire AD sur Jokic, c'est bien. Spacing, on change de line-up et on fait de line-up peut-être un peu plus avec du spacing. Hachimura en backup 5 plutôt. Pourquoi pas du Taurean Prince qui remonte dans la rotation. Pourquoi pas du Max Christie qui vient dans la rotation. Pourquoi pas du Vanderbilt aussi. Ça fait moins de spacing, mais en défense sur Jamal Murray, ça peut être plutôt pas mal. D'autant que, oui, pardon, j'ai pas dit ça, mais avec le pick and roll à 2, il y a toujours la menace du pick and pop de Jokic. Donc, plus tu vas avoir un bon défenseur sur Jamal Murray, plus tu vas pouvoir te permettre avec Davis de revenir sur le pick and pop. Alors que si tu as un joueur un peu plus friable, Davis il est un peu obligé de rester sur Jamal Murray qui sort de l'écran, et donc il peut pas être à la fois sur Jamal Murray et sur le pick and pop. Donc
plus tu as un bon défenseur, donc type Vanderbilt, qui va pouvoir traverser l'écran et être une bonne menace défensive et voilà, ne pas avoir besoin d'aide, plus tu peux faire revenir Davis sur le pick and pop et donc moins concéder cet aspect de pick and pop. Donc ça, c'est aussi un point clé parce que ce fameux pick and roll à 2 et ce pick and pop, c'est un aspect crucial, le pick and pop de Jokic. Donc voilà, peut-être que Vanderbilt peut aussi aider de ce point de vue-là. Et puis en attaque aussi, qu'est-ce qu'on voudrait? Plus de pick and roll, un peu pick and roll frontal sur Jokic, plus de LeBron qui attaque nord-sud très, très rapidement, plutôt que j'attaque un peu lentement. Moi, j'aimerais bien plus de jeux à 3 avec Reeves, AD et LeBron, plus de jeux à 2, Austin Reeves et LeBron, plus de Austin Reeves, en fait, tout court, hein. Vous aurez compris. Et puis peut-être un peu plus de post-up d'Anthony Davis, ou essayer de faire mal aussi de ce point de vue-là. Pas que sur pick and roll, mais aussi de voir si on peut pas mettre Jokic en problème de faute, ou est-ce qu'on peut pas essayer de lui scorer un peu plus par-dessus avec Davis, qui est, mine de rien, quand même pas mal, hein, en termes de création de post-up et de scoring de post-up. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, on va s'arrêter là. Mais voilà, quelques réflexions, quelques pistes de réflexion en tout cas, pour le match 3, le match 4 et peut-être la suite s'il y en a plus. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà pour ce petit react de quelques points clés tactiques à une analyse un peu macroscopique. Ce que j'aimerais bien faire, c'est un peu une analyse microscopique de, comme on fait d'habitude, hein, on prend toutes les actions marquantes du match, on essaie un peu de disséquer tactiquement à l'échelle microscopique, d'écrire ce qui se passe. Le problème, c'est que j'ai pas Twitch. J'ai pas Twitch, j'ai pas internet. Je suis en 4G actuellement, donc c'est un peu pénible. Je suis pas sûr d'arriver à faire un stream avec ça, mais je vais peut-être essayer de le faire en vidéo, du coup. Peut-être me filmer pendant 2 heures en train de réagir à ça. J'aurai pas les retours de Twitch, c'est un peu dommage, mais peut-être essayer de flairer parce que je vais tenter de faire ça. Il n'y aura pas les réactions comme dit, mais le match était à ce point intéressant, je pense que ça peut valoir le coup. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette série. Et puis on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, mais on se retrouve bientôt en playoff. Soit ce sera un react, soit ce sera un petit podcast hors actu, j'en ai aussi sous la main. Donc voilà. Et donc sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, vous, fans des Lakers qui n'aimez pas Darvin Ham, vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci beaucoup. Merci à tous aussi, évidemment, pour vos petites étoiles sur iTunes, Spotify, les retweets, le Discord, etc. Beaucoup d'amour, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.